Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 7e podcast autour de Onkar et de l'hypnose, et je suis évidemment avec Jean-Emmanuel Combe. Bonjour Jean-Emmanuel. Et bonjour Gabriel. Alors aujourd'hui, on a décidé qu'on avait envie de parler de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, comment tu pourrais la définir, cette intelligence émotionnelle, Jean-Emmanuel ? Je vais d'abord la définir par l'exemple. On n'a absolument rien prévu. Je suis juste venu en disant tiens, j'ai envie de parler de ça, ça te va ? Oui, ok, c'est parti, on y va. Et l'intelligence émotionnelle pour moi, c'est justement de se faire confiance quand il y a une intuition qui monte et qui dit c'est le bon moment de le faire, de se dire allez, logiquement, rationnellement, j'ai pas les éléments, mais j'accepte de faire confiance à cette autre chose à l'intérieur de moi qui a eu l'intelligence de me dire c'est le moment. On va voir ce que ça donne. On va voir. Et du coup, qu'est-ce que, dans une séance d'hypnose, qu'est-ce que ça va apporter l'intelligence émotionnelle ? Alors je vais en parler peut-être plus globalement que juste une séance d'hypnose. On peut commencer par la séance d'hypnose, mais moi je le vois plus dans une globalité, autant hypnotiseur qu'hypnotisé, que philosophie de vie au quotidien. En tant qu'hypnotiseur, clairement l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va permettre d'être dans l'instant présent, connecté à l'autre, à ce qui se passe chez l'autre, sans forcément avoir les retours nécessaires, sans forcément avoir les observations rationnelles nécessaires. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de voir le petit clignement d'œil qui va me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je vais avoir à un moment donné quelque chose à l'intérieur de moi qui va le voir, ce clignement d'œil, à ma place, et qui va me voir d'autres choses aussi, et qui va me remonter une information en me disant « Là, tiens, nous à l'intérieur, on détecte qu'il y a une émotion qui est en train de monter ». Et en fait, cette capacité que l'on va avoir à accumuler plein d'informations à un niveau inconscient fait que du coup, on n'est pas limité par notre vigilance consciente ou consciemment, moi, je vais faire attention à la stratégie, à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe chez l'autre au niveau de la globalité de est-ce que l'inconscient s'exprime bien, est-ce qu'il a bien toute la place, est-ce qu'il n'y a pas des parties qui peut-être protègent ou ont peur. Ça, je vais pouvoir me le dire dans ma tête, mais par contre, tous les autres détails, je peux pas tout faire. Donc je vais faire confiance à mon inconscient pour essayer de trouver des dynamiques, de me faire passer des intuitions pour essayer de prendre des raccourcis, trouver des solutions ensemble. Et donc je m'appuie beaucoup sur les intuitions qui montent pendant les séances en tant qu'hypnotiseur. On dit du coup, c'est vrai, la conscience est fragmentaire, l'inconscient il est tout le temps présent. Et là, il fait remonter des éléments qu'il lui aurait observés et qui auraient échappé à la conscience. En quoi c'est une intelligence émotionnelle ? Alors oui, je ne parle pas d'intelligence inconsciente, mais d'une intelligence émotionnelle, pour la simple et bonne raison que je crois vraiment aujourd'hui que nos émotions dessinent un petit peu le vivant, et que c'est à travers les émotions que communiquent nos inconscients dans le subtil, et que je suis persuadé que mon inconscient, justement, il n'analyse pas le clignement d'œil ou la paupière qui a bougé ou le doigt qui a bougé, mais il va analyser quelque chose de plus subtil, de plus caché, qui est justement en fait ce que la personne dégage d'un point de vue émotionnel. Et l'intelligence émotionnelle chez moi, c'est être capable d'entendre l'émotion de l'autre sans qu'elle fasse écho tout de suite à toutes mes souffrances du passé, et que je me sente par exemple agressé ou attaqué, ou que je perde mes moyens, ou que je me sente perdu, et qu'en fait l'émotion que je ressente de l'autre, elle soit acceptée à l'intérieur de moi par une intelligence on va dire relativement mature, et pas quelque chose qui va juste faire écho. Par exemple, je donne un petit exemple, si la personne en face, elle commence à dire je m'aperçois que j'ai peur des hommes, c'est qu'est-ce que je fais de ça moi consciemment, j'ai plein de stratégies à partir de ça, mais il va y avoir à l'intérieur de moi une intelligence émotionnelle aussi qui va réagir par rapport à ça. Et plus elle sera mature, cette intelligence émotionnelle, plus elle aura une réaction qui sera pondérée, équilibrée. Alors que si c'est pas le cas, si ça n'est pas travaillé chez l'hypnotiseur, on va avoir une réaction qui va être très pulsionnelle en fonction de sa propre histoire de « Ah bah oui, en gros, vous avez raison d'avoir peur des hommes avec tout ce qu'ils vous ont fait » ou au contraire « Mais non, faut pas dire ça, y a quand même des hommes qui sont très bien au final, que vous allez peut-être rencontrer. » Et là, en fait, on est dans des extrêmes où à un moment donné, l'hypnotiseur finalement n'a pas l'intelligence, la maturité d'intelligence émotionnelle pour avoir une réaction la plus équilibrée possible.
Si je retraduis tout ça, parce que c'est assez dense, tu dis, Jean-Emmanuel, que l'intelligence émotionnelle, c'est plutôt ressenti de l'intérieur comme une sorte d'intuition, c'est ça? C'est plutôt intuitif, et qui arrive à décrypter chez l'autre l'état émotionnel de l'autre, et à le retranscrire chez soi avec la bonne distance pour l'appréhender. Est-ce que c'est ça? Ouais, l'appréhender correctement pour ne pas influencer l'autre négativement d'un côté ou de l'autre. Et quand... parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt le travail finalement de l'inconscient. On pourrait remplacer intelligence émotionnelle avec inconscient, ou, qui peut aussi nous parler, nous dire des choses, nous avertir d'un certain nombre d'éléments. Comment tu C'est juste que différencies l'inconscient, en fait, pardon, excuse-moi, pour petit souci de connexion, je t'ai coupé. Je disais que pour moi, en fait, l'inconscient, je n'aime pas le voir comme une entité unique. Donc dès qu'on parle d'inconscient, j'aime pas dire il, parce que pour moi, c'est pas l'inconscient dans le sens, voilà, une entité qui vient et qui s'exprime et qui représente tout l'inconscient. On voit avec Onkar que c'est souvent des parties qui ont chacune des valeurs différentes, des utilités différentes, des personnalités secondaires qui ont des caractères, qui ont des prénoms. Et donc en fait, si on dit l'intelligence de l'inconscient, pour moi, on passe à côté de toute la diversification de tout ce qu'on va trouver dans l'inconscient, alors que les émotions, c'est quand même plus brut. Et du Plus, coup, quelle est la différence? Du coup, la partie inconsciente, ok, c'est une personnalité. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? ben c'est justement en fait la différence entre quand on a plein de parties qui vont avoir chacune presque des émotions en réaction avec ce qui se passe différentes, et quand on a à un moment donné justement travaillé sur l'ensemble de toutes nos émotions internes pour avoir un équilibre, pour avoir quelque chose de plus rationnel finalement, du rationnel dans l'émotionnel, pour que à un moment donné tout notre décor émotionnel interne soit intelligent et mature et qu'il ne réagisse pas de manière disproportionnée. Je peux donner un autre exemple. Quand on a en face un inconscient qui à un moment donné crée de grosses douleurs chez la personne parce qu'il y a des parties qui sont très en attente d'être écoutées, ben là on va avoir différentes réactions chez l'hypnotiseur. Quelqu'un qui va à un moment donné vivre une émotion très forte en disant oh, surtout pas de douleur, oh là là, qu'est-ce que je fais. Ben, à l'intérieur de lui, il y a des parties et qui portent des émotions très lourdes, par exemple par rapport à la douleur, il risque d'avoir des mauvaises réactions en tant qu'hypnotiseur. Inversement, si un hypnotiseur qui va manquer d'empathie, finalement de connexion émotionnelle à l'autre, si à un moment donné il monte le ton en disant inconscient c'est fini, je veux pas que tu fasses de douleur sinon on arrête, c'est interdit, et qu'il dit ça sans empathie émotionnelle, il risque d'avoir l'inconscient en face qui se braque. Et pour moi l'intelligence émotionnelle c'est justement capter où il en est l'autre pour adapter le mieux possible son propre comportement pour être entendu correctement et de la manière la plus apaisée possible. Et en l'occurrence, avoir cette capacité peut-être à reconnaître qu'il y a peut-être une partie à l'intérieur qui fait cette douleur, qui porte des émotions très lourdes. Et si on est capable de le lui dire et de lui montrer qu'on la comprend émotionnellement, alors elle va s'apaiser. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, de paniquer ou de monter le ton, par exemple. Je vois encore pas très bien la différence qu'il y a entre des parties inconscientes et les actions que tu dis sur que va provoquer l'intelligence émotionnelle. Est-ce que cette intelligence en fait, pour émotionnelle, moi, oui, l'intelligence émotionnelle, elle est portée justement par toutes nos parties à l'intérieur. Les émotions, elles sont portées comme des fardeaux par l'ensemble de nos parties intérieures, des fragments de notre personnalité qui ont souffert et qui, pour nous sauver, ont dû être dissociés de notre personnalité principale, et que quelque part, toutes ces parties qui portent nos fardeaux émotionnels, elles sommeillent en nous, et souvent elles sont un peu brutes de décoffrage à travers ces émotions, et que l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est faire grandir toutes ces parties à l'intérieur pour quelque part on puisse les récupérer à notre nous d'aujourd'hui, pour que finalement, quand on ait une réaction émotionnelle, elle soit davantage en lien avec qui je suis vraiment aujourd'hui et non pas en lien avec tous ces fragments de personnalité dans le passé qui peuvent paniquer très rapidement, qui peuvent avoir peur très rapidement, qui peuvent monter en tension très rapidement juste parce qu'elles portent des fardeaux et qu'elles ont peur que ça se reproduise. Tu comprends ou c'est encore peut-être pas très clair? Si, mais c'est que c'est un tout petit peu différent de ce qu'on entend par intelligence émotionnelle, parce que c'est un terme quand même qui est employé
depuis pas si longtemps que ça finalement, hein. Ce sont deux psychologues, là, Peter Salovey et John D. Mayer, en 1990, qui font paraître un article là-dessus, sur l'intelligence émotionnelle, dans une revue scientifique. Et d'ailleurs, les termes de leur article, le titre en tout cas, c'était intelligence émotionnelle. Est-ce une contradiction dans les termes? Et ça, c'était en 1990, et c'était la première fois finalement qu'on posait en fait ces mots ensemble, intelligence émotionnelle, enfin en tout cas qu'on le posait comme un concept. Et il donne une première définition de cette intelligence émotionnelle qui dit, alors je crois que c'était en 90 ou 97, 97 sans doute, c'est l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me paraît cohérent avec ce que j'ai dit, non? Ouais. Alors je m'exprime vraiment très mal. Mais ça me paraît être vraiment un bon plan. Et en fait, des exemples, j'en ai des tonnes dans l'intelligence émotionnelle, mais beaucoup plus chez les hypnotisés, où on voit par exemple une personne qui va être enfermée dans une émotion, où en fait elle va être complètement déconnectée du rationnel parce qu'elle est enfermée dans l'émotion. Et qu'en fait ce qui est génial, c'est quand l'émotion elle arrive à s'appuyer sur du rationnel pour être pleinement vécue, et que souvent il manque cet aspect connexion entre l'émotionnel et le rationnel, parce que l'émotionnel manque de maturité, ça reste des fragments de notre personnalité qui portent des fardeaux et qui du coup sont assez immatures dans leurs expressions. Et alors, j'ai sans doute posé encore des questions naïves, mais du coup, quelle différence tu fais entre le terme intelligence émotionnelle et puis l'intelligence du corps ou l'intelligence des parties inconscientes? Je ne sais pas si je fais une énorme différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du corps, puisque dans ma définition très personnelle du coup, le corps n'est vivant qu'à travers les émotions, dans le sens symbolique du terme, j'entends évidemment, je ne parle pas des organes vitaux et tout ça, mais pour moi le côté se sentir vivant dans son corps passe par l'émotionnel. Donc du coup je regroupe un petit peu ça, et les parties qui sont dans le corps de manière symbolique toujours, c'est pareil, pour moi les parties elles n'existent pas réellement, il n'y a pas une partie dans le bras, une partie dans la jambe, une partie dans la tête, c'est juste des circulations neuronales, peu importe comment elles fonctionnent. Donc j'ai pas forcément l'envie de dire que l'intelligence émotionnelle c'est l'intelligence des parties, vu que j'en sais rien. Donc en fait l'intelligence émotionnelle c'est juste dire j'ai des émotions, et en fonction de leur maturité, de leur capacité à s'adapter à la situation et à avoir une vision la plus globale possible, j'appelle ça de l'intelligence émotionnelle. Mais c'est peut-être pas dans la définition exacte, hein, mais c'est juste, en tout cas, ce qui me parle. Ouais. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple donc de l'hypnotiseur qui, par justement son intuition mature, son intelligence émotionnelle, arrivait à écouter à l'intérieur de lui ce que l'intelligence émotionnelle du corps décryptait chez l'autre, c'est ça? Ouais. Et j'attends ta validation. Et du coup, en quoi ça peut être aidant dans une séance d'hypnose? Ça va aider dans la capacité que l'on va avoir à comprendre l'autre, à comprendre où il en est, à comprendre ce qu'il est en train de vivre. Et je crois que c'est ce qui crée le lien thérapeutique, l'alliance, et que plus on a des réactions émotionnelles qui sont propres à nos parties, justement, au fardeau que l'on porte, et plus l'autre va nous sentir déconnectés. Alors que si on arrive à avoir cette capacité à ne pas rebondir avec ses propres souffrances, mais être dans l'empathie de ce que l'autre est en train de vivre émotionnellement, et de montrer qu'émotionnellement je suis avec lui, alors à mon avis on va beaucoup plus vite dans le travail thérapeutique ensuite.
Et comment ça se travaille, ça, pour un hypnothérapeute, cette intelligence émotionnelle? C'est bien le travail le plus complexe qui soit. À savoir, ça n'a rien à voir avec des techniques à apprendre, ça n'a rien à voir avec de la logistique, de l'organisation ou de la temporalité. C'est simplement travailler sur soi, sur ses propres souffrances, sur ses émotions justement, de travailler sur tous les gros dossiers de notre vie pour que, quoi qu'il se passe en séance, peu importe la personne que l'on a en face, que l'on puisse lui montrer par nos propres émotions une forme d'intelligence justement, de maturité, d'apprentissage pour que l'autre en face le voit un petit peu à un niveau inconscient comme un exemple à suivre. Donc clairement pour moi c'est celui qui veut faire de l'hypnose pour aider les autres, il a intérêt à bien s'aider lui-même d'abord. Tu dis travailler les gros sujets pour l'hypnothérapeute, ces gros sujets. Comment on sait que justement on en a fini avec un gros sujet? Je pense pas qu'on en ait fini un jour, hein. Très honnêtement, je pense qu'on tourne toujours autour des mêmes thèmes tout au long de notre évolution thérapeutique. Les mêmes sujets ressortent, mais par contre souvent on les voit sous des angles différents, on les appréhende avec un peu plus de justesse, avec un peu plus de vision globale, et à chaque fois qu'on retourne bosser sur nos vieux gros dossiers, on en apprend quelque chose de nouveau. Alors je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut bosser toute notre vie, et que la plupart des personnes qui prétendent en avoir fini avec un gros dossier, dès qu'ils utilisent la méthode Unkar pour communiquer avec leur inconscient, en général ils sont très surpris quand leur inconscient leur fait remonter des émotions en mode non mon coco, c'est pas fini, il y en a encore. Et donc les personnes qui prétendent avoir fini en général n'ont pas fini de toute façon. Ce que j'allais dire, c'est que, en effet, c'est l'émotionnel finalement qui montre qu'il y a encore des choses à voir sur les gros dossiers, des points de vue à apporter, des nouveaux angles à prendre sur ces gros dossiers. C'est l'émotionnel qui est toujours présent. Tout à fait, et je crois que Unkar fait l'opposition avec les autres formes de thérapie où on est davantage dans l'enfouissement émotionnel, où en fait on cherche l'apaisement, le bien-être, le confort, le fait d'être bien, tout simplement, par une dynamique d'enfouissement émotionnel, alors que c'est vrai qu'avec Unkar, on est plus dans une dynamique de réparation émotionnelle pour lui donner une forme d'intelligence et de vision globale. Donc ce sont deux stratégies qui s'opposent un petit peu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a mis le pied dans l'une, en général, ça nous parle. Je dirais quand même, pour parler quand même des autres thérapies, comme l'analyse, la psychanalyse, ou des choses que je connais, que j'ai pu éprouver, il y a aussi cette idée alors peut-être d'enfouissement émotionnel comme tu le dis, mais aussi en fait on travaille souvent en termes de récit, c'est-à-dire qu'on apporte une histoire, on se re-raconte l'histoire d'une certaine manière, avec sa cohérence, et la façon dont on raconte cette histoire de nous, hein, de ces gros dossiers justement, cette histoire nouvellement racontée apaise en fait d'une certaine manière, parce qu'elle nous convient, parce qu'elle est d'une certaine manière cohérente durant le temps de notre vie où on l'élabore, où on l'écrit. Hein, je sais pas si je suis clair, mais enfin, on est avec un gros dossier et puis on se raconte une histoire avec le thérapeute, on se la raconte d'une manière qui finalement nous convient pendant ce temps-là. Mais il se trouve qu'avec le temps passant, le temps n'aidant pas toujours, les gros dossiers aussi ressortent parce que finalement le récit qu'on s'est raconté ne correspond plus à ce qu'on est devenu soi-même, et que peut-être il faut aller rechercher encore plus loin dans les archaïsmes de notre histoire, à quelque chose finalement de toujours un peu plus fondamental. Moi, ça me va totalement l'idée de ces histoires et ces récits que l'on se fait pour se soigner et grandir et s'apaiser. Mais je pense que ça marche tout aussi bien dans les thérapies d'enfouissement émotionnel où on va se raconter des histoires de manière logique et rationnelle pour outrepasser les difficultés et les symptômes bloquants, de la même manière que dans les thérapies réparatrices émotionnelles, on va se raconter des histoires qui vont suivre le sens de l'émotion. Et à partir du sens de l'émotion que l'on a vécue, on va se raconter une belle histoire qui va nous faire du bien, nous apaiser. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que quand on se raconte une histoire dont l'essence, dont le moteur est l'émotion, en général, elle n'est pas remise en cause ultérieurement. Elle peut être complétée, il peut y avoir des ajouts, il peut y avoir des données supplémentaires, mais par contre, elle n'est pas
revisiter dans le sens transformer. Alors que c'est vrai que quand on se raconte des histoires de manière logique et rationnelle, mais qui sans le savoir ne correspondent pas aux émotions archaïques enfouies parce qu'on n'a pas été les visiter, alors là souvent, à un moment donné, elles s'expriment, elles ressortent, et alors il faut effectivement adapter son récit parce qu'il ne correspond plus au sens de l'émotion qu'il y avait tout au fond. Et je pense que justement dans les récits que l'on se raconte pour aller mieux, on a intérêt à suivre justement cette intelligence émotionnelle qui se construit petit à petit au fur et à mesure des réparations, parce que du coup ça donne une histoire qui a un sens global à l'intérieur. Pourtant, dans certaines thérapies, on a de l'émotion, on est en contact avec des émotions, il y a des choses qui nous parviennent émotionnellement. Parfois, souvent, on est remis même dans le transfert avec le thérapeute, dans des rapports qu'on a avec nos parents, avec notre père, avec notre mère, et souvent, ça provoque justement un rapport, un lien émotionnel avec le thérapeute. L'émotionnel, c'est le vivant. Donc effectivement, on pourrait prendre tous les contextes de vie, de thérapie, etc. Il y a de l'émotionnel partout. Je vais me faire un massage, il y a de l'émotionnel. Je vais chez l'ophtalmo, il y a de l'émotionnel. Je vais chez le dentiste, il y a de l'émotionnel. Je vais voir le thérapeute, il y a de l'émotionnel. Donc évidemment, il y a de l'émotionnel de partout. Par contre, quand je vais chez le dentiste et qu'il y a de l'émotionnel, cet émotionnel, ou chez le thérapeute qui accueille mes émotions parce qu'on a discuté d'un sujet difficile, ce sont souvent en fait des manifestations des émotions que l'on a à l'intérieur, finalement des émotions qui disent coucou, je suis là, t'as vu, j'existe à l'intérieur. Mais par contre, on n'est pas dans une dynamique d'aller vraiment vider le vase à émotions et de réparer, transformer, ajuster les récits en fonction. C'est-à-dire que souvent, en fait, dans la plupart des thérapies, il y a des stratégies qui sont rationnelles, des protocoles, des façons de faire, et les émotions sont accueillies. Nous, on ne fait pas que accueillir les émotions, on va chercher vraiment à ce qu'elles puissent être vécues le plus pleinement possible pour ensuite donner du sens au récit justement que l'on va se raconter et ajouter justement cette maturité à l'ensemble de nos émotions. Ça veut dire quoi, du coup, de les vivre pleinement, ces émotions, concrètement? Mais souvent, en fait, c'est ce qu'Erickson appelait la réorientation hypnotique. C'est l'idée de ne pas vivre ses émotions avec tous les filtres du présent en tant qu'adulte. C'est-à-dire, moi, en tant qu'adulte, si je vais vivre l'émotion de quand j'avais 6 ans, je vais la vivre avec des filtrages. Je vais la vivre certainement fortement, mais jamais aussi fortement que si je l'avais vécu à l'époque où j'avais 6 ans, où je n'avais pas les armes et les outils que j'ai aujourd'hui pour me défendre, même vis-à-vis de mes propres émotions. Donc l'idée de la réorientation hypnotique, c'est grâce à l'hypnose, d'avoir le corps qui va s'autoriser à revivre l'émotion au moment des faits, au moment des événements, pour que ces émotions soient vraiment pleinement vécues, du coup, sans filtre adulte. C'est pour ça qu'on utilise la dissociation, on fait en sorte que la personne laisse son corps exprimer les émotions en autonomie, juste elle est observatrice des émotions qui sont en train de sortir, pour que justement ces émotions puissent être complètes le plus possible, pour que ensuite, les parties de nous qui portaient ces émotions puissent en être libérées de ce fardeau, alors que quand on vit les émotions en tant qu'adulte, finalement, les émotions extrêmes qui auraient été vécues en tant qu'enfant ne sont pas soignées. Mais on est d'accord que le fait de revivre à l'état quand j'avais 6 ans, etc., tout cela est une reconstitution, c'est une représentation. Bien sûr, c'est encore une fois, l'émotion, elle va nous donner un sens, elle va nous donner une direction, mais de la même manière que on ne peut pas valider un souvenir comme étant réel de toute façon, même sur la partie visuelle, sur la partie kinesthésique, et pas non plus sur la partie émotionnelle. Par contre, je suis quand même beaucoup plus proche d'être convaincu que l'émotionnel touche du doigt une presque réalité, là où le visuel, le kinesthésique et l'auditif est, à mon avis, complètement reconstruit en fonction justement de cet émotionnel. Et que quand à 4 ans je prends une baffe, quand je la revis à 20 ans, cette émotion, je peux la vivre comme si on m'avait mis un coup de couteau. Et ça, évidemment, dans les images, je vais avoir le coup de couteau, je vais avoir les sensations que ça me transperce, alors qu'en réalité, c'était juste... entre guillemets, une petite claque ou un coup, mais si émotionnellement je l'ai vécu comme tel, alors la reconstruction ira comme telle. Par contre, l'émotion, le sens, la direction qu'elle donne, le côté c'était vraiment très 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 douloureux, lui reste assez intact tout au long de notre vie, j'ai l'impression. Donc l'idée, c'est d'aller
revisiter le souvenir avec l'imagination, et enfin les 5 sens dans l'imagination, quoi, les 5 sens en éveil dans l'imagination pour reconstituer, en tout cas reconstituer le plus fidèlement possible ce souvenir et on va dire l'action en fait de ce souvenir. Alors ça sera le cas, l'imaginaire sera totalement activé si la personne elle y va de manière associée. Par contre, si elle est dissociée, son corps va vivre les émotions sans même qu'elle ne perçoive ce que c'est. C'est en gros, moi je sens mon corps qui libère une émotion terrible, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai même pas les infos intellectualisables ou intelligibles, je sais pas le mot, qui va me permettre de dire « Ah, je sais ce que je suis en train de vivre comme émotion ». Et en fait, c'est là encore, Erikson prenait beaucoup cette dynamique de d'abord vivre l'émotionnel sans se poser de questions et vivre aussi intensément que possible ou laisser son corps vivre l'émotion aussi fort que possible. Et ensuite seulement, on va avoir l'imaginaire, la visualisation et tout ça qui va se mettre en route pour donner du sens à ce qui a été vécu. Mais c'est beaucoup plus fort de vivre l'émotion sans savoir plutôt que d'avoir l'imaginaire qui tourne, qui du coup va forcément filtrer un petit peu si on est encore trop présent. Donc, vivre l'émotion, c'est finalement, elle se vit presque de façon indépendante du souvenir. Tout à l'heure, tu disais que vivre l'émotion, vivre pleinement, c'était se retrouver comme si on avait 6 ans. Mais du coup, là, en fait, ce que tu racontes, c'est le corps, en fait, qui se retrouve comme quand il avait 6 ans, mais de façon dissociée de l'esprit présent dans la séance, c'est ça ? On peut avoir les deux. On va avoir quelqu'un qui peut le revivre en associé et psychologiquement, mentalement, avoir l'impression d'avoir 6 ans et parler comme un enfant de 6 ans et rougir comme un enfant de 6 ans et avoir les attitudes et les postures d'un enfant de 6 ans en totale conscience. Et il va y avoir la grande majorité des personnes qui va juste être observatrice de son corps en tant qu'adulte et qui va observer son corps vivre l'émotion comme un enfant le ferait. On avait vu dans le podcast sur les émotions, on avait vu qu'il y avait des émotions qui racontaient certaines choses et puis d'autres qui racontaient autre chose ou qui demandaient une action particulière. Par exemple, la colère, c'était l'idée que des valeurs étaient offensées ou que la tristesse, c'était que tout était terminé. C'est ce qu'on avait dit dans ce podcast-là. Est-ce que dans l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'il y a des constantes est-ce qu'il y a une intelligence, on va dire, supérieure qui raconte quelque chose qui est constant ? Non, je ne crois pas du tout à la constance de l'interprétation, sinon justement on n'est plus dans l'intelligence émotionnelle, on retombe dans l'intelligence rationnelle. Si je suis capable de dire qu'en fonction de telle et telle et telle émotion dans l'équation, j'ai forcément cette constante-là ensuite en retour, il n'y a plus d'intelligence émotionnelle, ce n'est qu'une intelligence rationnelle et calculable. Donc non, au contraire, c'est en fonction d'un nombre incalculable de données et de variables, l'ensemble de mes émotions va me donner un message, une info qui, moi, rationnellement, me dépasse. Je ne peux pas la comprendre, je ne peux pas l'interpréter parce que justement, je n'ai pas les données suffisantes et nécessaires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, l'idée, c'est petit à petit d'apprendre à les suivre, ces intuitions, et de voir est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça m'apporte quelque chose ? Que ce soit en tant qu'hypnotiseur, hypnotisé ou dans sa vie de tous les jours. Au fur et à mesure que je libère mes émotions du passé très douloureuses et que je récupère tous ces mini-mois bloqués à l'intérieur et que j'en fais quelque chose aujourd'hui, je vais avoir finalement une capacité de connexion à mes émotions et d'intuition qui remonte beaucoup plus forte. Et si je les suis, ces intuitions, où est-ce que ça me mène ? Est-ce que tu dirais, par exemple, par rapport à l'auto-hypnose, le fait d'en faire un peu tous les jours, c'est se reconnecter à cette intelligence émotionnelle. Et si en fait on a du mal à faire de l'auto-hypnose ou que les choses viennent tout doucement, c'est parce que cette intelligence émotionnelle grandit tout doucement. Alors là, je ne sais pas si tu parles en termes de réceptivité. Par exemple. De capacité. Alors en termes de réceptivité, non, je dirais que c'est plus... on peut avoir quelqu'un qui est peu réceptif et qui a une intelligence émotionnelle très mature, où justement des parties de lui vont prendre conscience des enjeux en lien avec les très grosses émotions à l'intérieur et qui vont donc planifier finalement une évolution progressive dans la capacité à recevoir l'auto-hypnose et à la vivre pleinement pour que justement ce soit parfaitement adapté à la personne, qu'elle vive bien tout ce qui se passe et qu'elle puisse progresser lentement mais correctement. Alors que souvent, l'immaturité émotionnelle, on fait une séance d'auto-hypnose, on se prend une claque dans la gueule et on recommence plus.
Et donc là, finalement, notre inconscient a eu besoin émotionnellement de dire « Eh oh, à l'aide !» mais n'a pas pris en compte la globalité de la personne, et derrière, la personne panique et du coup ne revient pas à l'auto-hypnose. Donc là, on va avoir quelque part un manque d'intelligence émotionnelle en lien pourtant avec une très grande réceptivité. Donc le fait que ça soit progressif en auto-hypnose, ne pas se décourager parce que finalement c'est l'intelligence émotionnelle ou l'inconscient qui sait qu'il y a une maturité émotionnelle qu'il va délivrer au fur et à mesure des capacités du conscient à l'aborder, c'est ça? Alors c'est une possibilité. C'est pas la seule réponse possible. On peut aussi avoir une partie très immature qui, par exemple, dans l'enfance, a décidé de tout bloquer, de bloquer toutes les émotions parce que elle a jugé après un certain nombre d'itérations que c'était dangereux. Donc elle a décidé en son âme et conscience, mais sans consulter personne, les émotions c'est dangereux, je ferme toutes les vannes et personne ne me fera faire le contraire et je n'écoute personne, c'est comme ça et pas autrement. On est dans une forme de blocage, du coup la personne va avoir du mal à vivre l'auto-hypnose et à se connecter à ses propres émotions, et pourtant c'est assez immature. Donc en fait la maturité, elle va se détecter davantage par les valeurs qui sont retranscrites des inconscients, et en fonction de ces valeurs, est-ce qu'on aperçoit une vision un peu globale, ou est-ce qu'on a l'impression d'avoir une partie, une émotion qui s'entête et qui veut quelque chose de très précis mais qui ne tient pas compte du reste des autres éléments présents. Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent permettre à l'hypnotiseur de percevoir rapidement si il y a une intelligence émotionnelle mûre derrière ou c'est plutôt une partie qui bloque? En général, je propose un fil rouge conducteur avec Oncar où on va commencer par des phénomènes idéomoteurs, on va voir comment ça se passe, on va proposer un signaling, on va voir comment ça se passe, et déjà en termes de signaling, on va voir s'il y a une partie qui fait des gestes très 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 forts, très amples, et que la personne se met à paniquer. On dit ok, là il y a une forme d'immaturité qui semble se dégager. S'il y a une forme de fluidité qui se produit, la personne a l'air super réceptive, mais qu'au moment d'aller dans un souvenir un peu moins agréable, la personne ne semble absolument pas vivre la moindre émotion, c'est bizarre. Je préférerais que ce soit progressif, qu'il y ait pourquoi pas des petits bâillements, des petits tremblements, puis une petite larmichette, puis quelque chose, et où on sait qu'on va dans la bonne direction. Si la personne paraît très réceptive mais que tout est bloqué au niveau émotionnel, c'est pareil, ça semblera quand même un peu plus immature. Si tout se passe bien, que les émotions sortent relativement progressivement et de plus en plus intenses, que l'inconscient se manifeste par l'écriture automatique avec une forme de douceur et en même temps de respect, qui est capable de donner de l'amour à la personne en conscience pour la sécuriser, et qui n'est pas juste dans « il faut m'écouter, il faut m'écouter, il faut m'écouter, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide », où là on aura davantage justement le waouh, ça, attention, c'est peut-être un peu immature, va falloir l'aider davantage, le guider davantage. Souvent ça sera un peu la règle, c'est quand on détecte l'intelligence émotionnelle mature chez l'autre, on va être plutôt dans la dynamique de juste suivre, ne rien faire, juste faire confiance. Et quand on va détecter un peu plus de pression des parties à l'intérieur de moi, quand on a 10 qui se présentent au portillon avec chacune son signaling parce qu'elles veulent toutes parler en premier, bon, là on se doute bien qu'il y a quand même une forme d'immaturité émotionnelle qu'il va falloir travailler. Très bien, Jean-Emmanuel, est-ce que tu veux, on arrive à la fin de ce podcast, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'important sur l'intelligence émotionnelle? Je dirais que au final, je crois qu'elle est très complémentaire avec l'intelligence rationnelle. Moi, j'ai toujours cru que, en étant bac+5 informatique, dans le rationnel, etc., je me suis toujours dit, c'est soit l'un, soit l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que mes émotions n'étaient pas dans une intelligence à part, mais s'appuyaient sur mon intelligence rationnelle pour justement continuer à se développer et à proposer des intuitions encore plus précises et plus justes. Et qu'au final, ça donne envie de travailler l'ensemble de cette intelligence corporelle et pas que l'un ou l'autre. Donc je vous encourage à ne pas valoriser plus l'une que l'autre, à travailler autant sur la capacité de cérébralité et de faire des liens entre des choses complexes, et l'intelligence émotionnelle qui derrière, en soutien, peut aussi travailler sur d'autres domaines et d'autres subtilités. D'ailleurs, puisque tu parles de intelligence rationnelle, juste encore une dernière question, est-ce que ça te semble juste même de penser que finalement le rationnel se construit sur l'émotionnel? C'est-à-dire souvent on a peur, enfin j'ai peur et je construis l'argument rationnel qui prouve pourquoi j'ai peur. Est-ce que ça te parle, ça? Dire que l'émotionnel serait finalement quelque chose de l'ordre du socle en fait, et que le rationnel se construirait là-dessus. Je pense que
oui, pour la base. Je pense que clairement, le rationnel vient même rentrer en prévention des souffrances émotionnelles. C'est-à-dire, quelque part, quand j'ai peur de quelque chose, c'est que j'ai une mémoire à l'intérieur qui a de la douleur par rapport à cette chose, qui a enregistré de la souffrance par rapport à cette chose, et qui du coup, dans son intelligence, me fait avoir peur. Mais quelque part, de manière rationnelle, si je sais que ça me fait peur, je peux rationnellement prévoir, éviter et juste ne pas y aller. Et juste faire attention et en me protégeant par anticipation. De la même manière, je peux anticiper plein de difficultés émotionnelles grâce au rationnel, grâce à ma compréhension. Et je peux même quelquefois apaiser l'émotionnel grâce à du rationnel. L'émotionnel qui à un moment donné s'emballe, si j'ai des arguments rationnels qui vont aller dans une faveur d'apaisement, les émotions peuvent écouter aussi. Il y a vraiment un lien très fort à mon avis entre les deux, sachant que je pense quand même que le socle, effectivement, est plutôt émotionnel. Merci Jean-Emmanuel. Merci Gabriel. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt pour un prochain podcast.